En fait, l'université est une institution centrale de nos sociétés démocratiques, instigatrice de certains changements sociaux, on va respirer. Elle peut être elle-même objet de débat. Nous nous intéressons ici à la manière dont les acteurs mettent en scène l'université, se mettent en scène à travers elle et s'efforcent d'atteindre leurs objectifs. Dans la continuité des travaux de Goffman, de Turner et d'Alexander, nous envisageons les actions publiques des acteurs telles une performance sociale. Selon ces auteurs, les acteurs engagés dans un conflit de société produisent des performances sociales dans le but de susciter l'adhésion de tous les publics à leur cause. De manière similaire, en fait, ça ressemble beaucoup à une représentation théâtrale. Il est possible d'analyser ces performances sociales selon les différents arrangements de mise en scène utilisés. Dans cette communication, nous posons un regard sur les performances sociales des principaux acteurs engagés dans la survie de l'Université de l'Ontario français. Comme si on analysait, on l'a dit, une pièce de théâtre, il importe de comprendre la séquence des actes de la pièce, ainsi de connaître les principaux acteurs mis en scène. L'UOF est fondée en 2017. Cette université constitue l'aboutissement d'une revendication de longue date émanant d'une partie de la communauté franco-ontarienne. Dès l'année suivante, soit le 15 novembre 2018, drame social, le gouvernement progressiste conservateur stoppe le financement de cette institution. La communauté franco-ontarienne se mobilise alors pour contester cette décision. Le 29 novembre 2018, la députée Amanda Simard du Parti progressiste conservateur quitte son poste pour dénoncer la décision de son propre parti. Elle devient ainsi une figure emblématique de la résistance qui prend forme et s'organise. Le 1er décembre de la même année, des manifestations dénonçant la décision du gouvernement se tiennent dans plus d'une quarantaine de villes canadiennes, en Ontario et oui, ailleurs au Canada. Près de 15 000 citoyens expriment leur mécontentement face à la décision du gouvernement Ford. Le 13 janvier 2019, Mélanie Joly, alors ministre fédérale du Tourisme et des langues officielles, ainsi que de la francophonie, annonce un investissement appuyant la création du carrefour francophone du savoir et de l'innovation. Cet appui financier permet à l'Université de l'Ontario français de poursuivre ses opérations pendant un an et, disons-le, de survivre pendant un an. Le mouvement populaire de la communauté, en fait, contribue à la volte-face du gouvernement conservateur. En 2020, ce dernier conclut avec le gouvernement fédéral une entente de financement afin de financer les 8 premières années de cette nouvelle université. Donc, université sauvée, fin de l'histoire. Les acteurs, et c'est réellement comme une affiche de film. Le premier responsable de la décision d'arrêter le financement de l'UOF est le chef du gouvernement progressiste conservateur, le premier ministre Doug Ford. Durant la crise, c'est toutefois Caroline Mulroney, nouvelle ministre déléguée aux affaires francophones, qui défendra la position de son gouvernement dans le conflit et tentera de trouver une solution, un compromis pour résorber la crise. Représentante du gouvernement fédéral dans ce débat, Mélanie Joly est la principale interlocutrice de Caroline Mulroney dans ce dossier. L'Assemblée de la francophonie franco-ontarienne, de l'AF, est l'organisme de défense des droits franco-ontariens le plus engagé dans la crise de 2018. On peut voir ici, en fait, Carole Jolin, son président, qui devient alors le visage emblématique de la lutte associative franco-ontarienne. Bien que son recteur, Normand Labrie, prenne parfois la parole sur la question de l'UOF lors du conflit, c'est davantage Diane Adam, présidente du conseil de gouvernance de l'UOF, qui représente l'université dans ce dossier. Tout au cours de ce conflit, les acteurs de chacun des partis ont mis en avant-plan certaines stratégies pour faire valoir leur point de vue, mais également convaincre le public à adhérer à leur cause. Nous analyserons ici le positionnement de ces acteurs lors des principales étapes du conflit, soit l'annonce de l'arrêt du financement, le mouvement de résistance face à la décision et le dénouement de la dite crise. Cette étude s'appuie sur un travail documentaire comprenant en fait les articles de presse publiés entre novembre 2018 et janvier 2020, les messages publiés sur les plateformes socio-numériques des différents acteurs engagés dans le conflit, ainsi que des comptes rendus de certaines instances où le sujet est débattu. Premier acte, le gouvernement progressiste conservateur paraît mal.
Il ne communique pas sa décision d'arrêter le financement de l'UOF. En fait, il dissimule, et ce mot est utilisé par ses opposants, il dissimule cette décision dans un énoncé économique. Il donne ainsi l'impression de ne pas assumer cette décision. Cette décision qui est d'ailleurs une promesse bafouée. Quelques mois auparavant seulement, lors de la campagne électorale et lors des premières semaines du dit gouvernement en question, les membres de son gouvernement affirmaient qu'ils ne toucheraient pas à l'UOF. Et je cite la ministre Fullerton, ministre de la Formation et des collèges et des universités, qui affirmait le 23 juillet, soit quelques mois avant l'annonce de l'arrêt de financement, « Notre gouvernement s'engage pleinement à assurer le succès de l'Université de l'Ontario français. L'université sera un lieu d'apprentissage viable et dynamique pour la communauté francophone, et ce, pour les décennies à venir. » 3 mois plus tard, arrêt de financement. Le gouvernement ne contrôle pas le message de l'annonce et ne répond pas également aux premières salves de répliques du camp adverse. Ainsi, la ministre Mulroney affirme par communiqué de presse qu'elle ne communiquera pas avec aucun journaliste durant les premières heures de l'annonce de l'arrêt de financement. De l'autre côté, les premières réactions des acteurs en faveur de la survie de l'UOF sont sans équivoque. Tous sont sous le choc. D'une part, parce que c'était une promesse de tenir vivante cette université, et autre part, parce qu'ils n'avaient pas vu venir cette décision. Malgré ce choc, c'est avec une rapidité déconcertante que la communauté organise sa lutte. On évoque alors la possibilité de se défendre soit dans la rue, soit en recourant à l'utilisation des tribunaux. La très vaste majorité des intervenants prenant la parole sur la place publique, soit des élus canadiens, québécois, franco-canadiens, des artistes, la très, très vaste majorité des gens qui prenaient la parole publiquement dénonçaient la décision du gouvernement et étaient en faveur de la survie de l'UOF. Donc, une polarisation qui se crée donc rapidement entre ce vaste ralliement d'intervenants et de l'autre côté, isolé, un gouvernement qui avait pris la parole pour annoncer et expliquer les raisons du pourquoi ils arrêtaient le financement de cette université. La période comprise entre le 15 novembre 2018 et le 15 janvier 2019 marque la naissance et l'essor du mouvement de résistance franco-ontarienne en riposte à la décision du gouvernement Ford. Les opposants à l'arrêt de financement de l'UOF cadrent ce récit médiatique de 3 façons. En qualifiant le conflit de crise, en l'inscrivant dans la lutte historique de la communauté minoritaire franco-ontarienne et en appelant à une mobilisation rapide de cette communauté. Très rapidement, les opposants à la décision du gouvernement Ford emploient les termes « crise linguistique »,« crise sociale »,« crise nationale »,« urgence ». Les mots « crise » et « urgence » ne sont pas anodins, car c'est une façon pour les opposants à la décision du gouvernement de capter l'attention du public, mais également de leur faire comprendre que l'on fait face à un moment inédit, très difficile et qui ébranle une communauté. Les opposants à la décision du gouvernement tablent sur le caractère identitaire et culturel de ce débat. Pour eux, la décision d'annuler le financement de la seule université francophone en Ontario représente en quelque sorte une synecdoque généralisante. L'UOF n'est plus seulement un projet d'université, elle devient le symbole de la lutte des francophones de l'Ontario. Ce qui est en jeu n'est plus seulement le sort d'une université, mais bien celui de toute la communauté franco-ontarienne. L'arrêt du financement de l'UOF est présenté par les opposants au gouvernement comme une attaque contre toute la communauté franco-ontarienne. L'utilisation de métaphores et d'un vocabulaire guerrier est largement répandue chez ses leaders. On parle de guerre, de bombes nucléaires, de riposte, de tirs de fusil. C'est la guerre. La communauté est attaquée. Et les médias traditionnels, souvent dirigés par des franco-ontariens, nourrissent à leur tour cette trame narrative. Donc, les médias francophones ontariens prenaient position pour les opposants au gouvernement Ford. Les événements liés au mouvement de résistance stimulent la créativité d'une partie de la communauté franco-ontarienne. Pour communiquer leur désaccord, ils utilisent différents médiums artistiques. Par exemple, on crée des chansons, des affiches, des murales, des poèmes portant sur la cause, sur le thème, en fait, de la sauvegarde de l'identité et de la culture franco-ontarienne. Des T-shirts sont créés spécialement pour le mouvement de résistance de 2018. Certains d'entre eux font référence aux luttes du passé, dont celle pour la survie de l'hôpital Montfort
Montfort, paraît pas très bien. Montfort et également la résistance des épingles à chapeau. En fait, pour la petite histoire des épingles à chapeau, en 1912, face à des inspecteurs qui voulaient faire respecter l'interdiction d'enseigner en français dans les écoles primaires en Ontario, des institutrices ont pris leur propre épingle de leur chapeau pour défendre leurs enfants et défendre leur école et empêcher les inspecteurs de fermer l'école. Et donc, sur les T-shirts de 2018, on écrivait « Ressortons les épingles à chapeau, repartons au combat contre le gouvernement, contre les anglophones qui veulent éventuellement assimiler les francophones. » Lors d'une performance sociale réussie, le public lui-même devient un acteur. Et s'il va dans la rue et s'il discute dans les médias sociaux, tant mieux. Il est lui-même partie de cette pièce, de cette performance sociale dite réussie. En inscrivant le mouvement de 2018 dans la lutte historique de la communauté franco-ontarienne pour son autodétermination et sa survie, ses leaders participent à la construction d'un récit quasiment mythique. Amanda Simard devient pendant un certain temps l'héroïne franco-ontarienne. La figure de Jeanne d'Arc est d'ailleurs évoquée dans une caricature de Pascal pour la représenter. Voilà. Paru le 30 novembre dans le journal Le Devoir, sa figure héroïque rappelle celle de Gisèle Lalonde, à la tête de SOS Montfort à la fin des années 90, dont la caricature publiée dans Le Droit le 30 juillet 1998 pastichait la liberté guidant le peuple de Jeanne Lacroix. Donc deux Jeanne d'Arc. Il devient évident pour tout lecteur, pour tout auditeur, pour tout téléspectateur, que les négociations pour dénouer ce conflit se font en privé et que les avancées sont présentées de façon stratégique dans les médias. Puisque l'enjeu performé est devenu public, la population concernée s'attend à assister à la fin de l'histoire. Les acteurs engagés dans ce conflit doivent donc trouver un dénouement au récit. Pour plusieurs acteurs engagés dans la crise de 2018, la sortie de crise passe nécessairement par une solution permettant à tous les partis en présence de se sauver de la face, en citant Goffman. Donc, tous les acteurs impliqués dans le conflit doivent s'en sortir honorablement, sans perdre la face. Pour cette raison, plusieurs acteurs qui étaient violents, guérillas, fâchés en novembre 2018, décembre 2019, tempèrent leurs propos et soudainement, il faut trouver une façon que le gouvernement conservateur se sauve la face et puisse accepter une solution de crise, une solution de conflit. L'AFO tempère également son discours. Si cette association est la tête de pont, en fait, du mouvement de contestation du mouvement de résistance, ses propos demeurent mesurés et tentent d'offrir une solution au gouvernement qui lui permet de demeurer cohérent avec son discours. Les raisons évoquées par le gouvernement progressiste conservateur pour arrêter le financement de l'OEF étaient d'ordre économique. La solution à trouver devait donc conforter le gouvernement sur cet enjeu. Finalement, le 7 septembre 2019, les gouvernements fédéral et ontarien signent une entente de principe de 126 millions sur 8 ans pour financer l'UOF. Elle est présentée comme une victoire par chacun des acteurs, dont le gouvernement Ford, dans les médias sociaux et dans les médias traditionnels. On voit ici la ministre Mélanie Joly qui écrit « Bravo aux générations qui se sont battues pour une université en français en Ontario », en utilisant le mot-clic « Nous sommes, nous serons », largement employé par les opposants à la décision du gouvernement provincial. Son message s'accompagne d'une image dans laquelle elle apparaît souriante, entourée de jeunes enfants et tous arborant des vêtements verts ou blancs, les couleurs de la communauté franco-ontarienne. Cette mise en scène la montre ainsi comme une alliée de la communauté franco-ontarienne attentive à la génération représentant l'avenir de la communauté. Mais j'aurais pu vous sortir une publication de Caroline Mulroney ou de Doug Ford ou de quiconque, tous les acteurs étaient tous contents et fiers et jusqu'à un certain point, c'était tous grâce à eux qu'il y avait eu une solution, une sortie de crise à ce conflit. Selon nous, les multiples performances des opposants à la décision de l'arrêt de financement de l'UOF ont été efficaces. Le public a largement adhéré à cette cause. Il ne suffisait pas d'affirmer que le projet de l'UOF était important pour la communauté. Il fallait le montrer à l'aide de diverses actions performatives qui culminèrent le 1er décembre 2018 avec de nombreuses manifestations partout au Canada. Le dénouement du drame social a été favorisé par la possibilité offerte au gouvernement Ford de maintenir ses objectifs.
son discours et aussi maintenir son discours tout en ne complémentant pas le règlement du litige. Mais le succès des diverses performances des acteurs en scène ne réside pas seulement dans le renversement de la décision du gouvernement provincial et dans le maintien du projet de l'UOF. La communauté franco-ontarienne en ressort régénérée. Les moments d'effervescence collective contribuent à raffermir les liens de solidarité entre les membres d'une communauté, ainsi que le sentiment d'appartenance communautaire. En ouvrant la perspective, la crise provoquée par l'annulation du financement de l'UOF et sa résolution sous la pression publique nous invite à réfléchir au rapport que les universités entretiennent avec leur environnement social. Le milieu de l'enseignement supérieur subit des transformations qui peuvent provoquer des crises qui appellent à une intervention publique. Très souvent, cependant, les crises concernant l'institution restent dans l'enceinte universitaire et n'en sortent pas. Or, certaines de ces crises internes sont importantes, non seulement pour l'avenir de l'université, mais également pour celui de sa communauté d'accueil. Les enjeux universitaires débattus sur la place publique sont-ils représentatifs des réels enjeux débattus au sein des instances institutionnelles de nos universités? Il serait pertinent de poursuivre les études sur la discussion publique et sur la performance sociale d'enjeux universitaires autour de ces questions. Nous serions curieux d'analyser, par exemple, la performance sociale de l'Université d'Ottawa lors de la crise du mot en haine ou celle de l'Université Laval lors du mouvement grève des professeurs des dernières semaines. La discussion publique sur les enjeux universitaires contribue en partie à construire la perception qu'a une population de son université. Si l'universel est au cœur du particulier, comme dit la phrase attribuée à Goethe, l'université est pour sa part toujours bien au cœur de nos sociétés.